Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Marcel Proust, à la recherche du temps perdu, le temps retrouvé. Deux heures de promenade avant le dîner. On dînait à Tansonville à une heure où jadis on dormait depuis longtemps à Combray. Gilberte peignait dans la chapelle du château, laissant mon ombre derrière moi, comme une barque qui poursuit sa navigation à travers des étendues enchantées. Ma faculté de sentir et d'imaginer avait dû diminuer pour que je n'éprouvasse plus de plaisir dans ces promenades. J'avais l'habitude, ajouta-t-elle, d'un air vague et pudique, d'aller jouer avec des petits amis dans les ruines du donjon de Roussainville. De l'état d'âme qui, dans cette lointaine allée-là, n'avait été pour moi qu'une longue torture. Rien ne subsistait. Car il y a dans ce monde où tout s'use, où tout périt, une chose qui tombe en ruine, qui se détruit encore plus complètement, en laissant encore moins de vestiges que la beauté, c'est le chagrin. Je me consolais en disant « Ne nous pressons pas, j'ai toute la vie devant moi pour cela. » Et à cause de cela, je désirais ne pas perdre la vie. J'eus un sursaut de désir et de regret en pensant au souterrain de Roussainville. Pourtant, j'étais heureux de me dire que ce bonheur vers lequel se tendaient toutes mes forces alors et que rien ne pouvait plus me rendre, eût existé ailleurs que dans ma pensée, en réalité si près de moi. Toute la journée, je la passais dans ma chambre qui donnait sur les belles verdures du parc et les lilas de l'entrée, les feuilles vertes des grands arbres au bord de l'eau, étincelant de soleil. Pendant ces promenades, Gilberte me parlait de Robert, comme en se détournant d'elle, mais pour aller auprès d'autres femmes. Pour être complet, il faudrait faire entrer en ligne de compte le désir. Plus il vieillissait, de paraître jeune, et même l'impatience de ces hommes, toujours ennuyés, toujours blasés, que sont les gens trop intelligents pour la vie, relativement oisives qu'ils mènent, et où leurs facultés ne se réalisent pas. Il semble qu'il y ait une mémoire involontaire des membres. Les jambes, les bras sont pleins de souvenirs engourdis. Je suis le premier, je savais qu'elle s'était tellement refusée à tout le monde, que quand j'ai reçu la lettre adorable où elle me disait qu'il ne pouvait y avoir de bonheur pour elle qu'avec moi, je n'en revenais pas. Ces sujets que Robert dédaignait, Gilberte au contraire, quand il était reparti, les abordait volontiers en causant avec moi. J'étais triste, en remontant dans ma chambre, de penser que je n'avais pas été une seule fois revoir l'église de Combray, qui semblait m'attendre au milieu des verdures, dans une fenêtre toute violacée. Je me disais, tant pis, ce sera pour une autre année, si je ne meurs pas d'ici là, ne voyant pas d'autres obstacles que ma mort, et n'imaginant pas celle de l'église qui me semblait devoir durer longtemps après ma mort, comme elle avait duré longtemps avant ma naissance. La maîtresse de maison qui va me placer à côté d'elle me dit aimablement avoir fleuri sa table rien qu'avec des chrysanthèmes japonais. Il y a là Cottard, le docteur, sa femme, Swann, le collectionneur. Comme je dis à Verdurin, le délicat plaisir que ce doit être pour lui que cette raffinée mangeaille. Une collection qui n'a pas son égal au monde, proclame Swann, et que je devrais aller voir. Un conteur est le favori des enfants de Madame Cottard, l'Écossais Stevenson, un nom qui met dans la bouche de Swann cette affirmation péremptoire. Mais c'est tout à fait un grand écrivain, Stevenson, je vous assure, un très grand, l'égal des plus grands. Je fermai donc le journal des Goncourt, prestige de la littérature. Puis ma frivolité, dès que je n'étais pas seul, me faisait désireux de plaire, plus désireux d'amuser en bavardant que de m'instruire en écoutant. Que la vie apprend à rabaisser le prix de la lecture et nous montre que ce que l'écrivain nous vante ne valait pas grand-chose.
Tout à l'autre extrémité de l'expérience, quand je voyais que les plus curieuses anecdotes qui font la matière inépuisable, divertissement des soirées solitaires pour le lecteur du journal de Goncourt, lui avaient été contées par ces convives que nous eussions à travers ces pages enviés de connaître et qui ne m'avaient pas laissé à moi trace d'un souvenir intéressant. Cela n'était pas trop inexplicable encore. Malgré la naïveté des Goncourt, qui concluait de l'intérêt de ces anecdotes à la distinction probable de l'homme qui les contait, il pouvait très bien se faire que des hommes médiocres eussent vu dans leur vie ou entendu raconter des choses curieuses et les contassent à leur tour. Goncourt savait écouter, comme il savait voir, je ne le savais pas. Ce qui eût peut-être été plus troublant, c'était l'entre-deux. C'était ces gens desquels ce qu'on dit implique chez eux plus que la mémoire qui a su retirer une anecdote curieuse, sans que pourtant on en ait. Le recours de les juger sur leur œuvre, car ils n'en ont pas créé. Ils en ont seulement, à notre grand étonnement à nous, qui les trouvions si médiocres, inspirés. Dans l'éveil de la beauté, chez l'artiste qui peut tout peindre, le modèle lui en sera fourni par des gens un peu plus riches que lui, chez qui il trouvera ce qu'il n'y a pas d'habitude dans son atelier d'homme, de génie méconnu. En tout cas, à tout péché miséricorde, cet oubli qui était octroyé au dreyfusisme l'était a fortiori aux dreyfusards. Dur reste pour en finir avec les duchesses. Elles venaient y chercher sans qu'elles s'en doutassent exactement la même chose que les dreyfusards autrefois, c'est-à-dire un plaisir mondain composé de telle manière que sa dégustation assouvit les curiosités politiques et rassasia le besoin de commenter entre soi les incidents lus dans les journaux. Les choses étaient tellement les mêmes qu'on retrouvait tout naturellement les mots d'autrefois. Bien pensant, mal pensant. Je songeais que je n'avais pas revu depuis bien longtemps aucune des personnes dont il a été question dans cet ouvrage. 48 heures n'étaient pas passées que certains faits que j'appris ne prouvèrent que j'étais absolument trompé dans l'interprétation. Lui qui était l'habitude, si doux, avait un ton plus sec que d'habitude. Je remarquai qu'il évitait de me regarder moi-même et je me sentais nerveux aussi. L'idéal de virilité des homosexuels à la Saint-Loup n'est pas le même, mais aussi conventionnel et aussi mensonger. Elle ne donnait plus, ne mangeait plus, se faisait lire les communiqués auxquels elle ne comprenait rien, par le maître d'hôtel qui n'y comprenait guère davantage. De même que les héros d'un esprit médiocre et banal écrivant des poèmes pendant leur convalescence se plaçaient pour décrire la guerre, non au niveau des événements qui en eux-mêmes ne sont rien. Le lendemain du jour où j'avais reçu cette lettre, c'est-à-dire l'avant-veille de celui où, cheminant dans l'obscurité, j'entendais sonner le bruit de mes pas, tout en remâchant tous ces souvenirs. Il faut dire pourtant si la guerre n'avait pas agrandi l'intelligence de Saint-Loup, cette intelligence conduite par une évolution où l'hérédité entrée pour une grande part avait pris un brillant que je ne sais lui avoir jamais vu. Encore le premier de ces traits caractéristiques s'efface-t-il assez vite, car Cottard mourut bientôt, face à l'ennemi, dirent les journaux, bien qu'il n'eût pas quitté Paris. Au temps où je croyais ce qu'on disait, j'aurais été tenté en entendant protester de leurs intentions pacifiques et d'y ajouter foi. La logique qui les conduit est tout intérieure et perpétuellement refondue par la passion. L'idée d'un vaincu lui faisait mal, il était toujours pour le faible, il ne lisait pas les chroniques judiciaires pour ne pas avoir à souffrir. C'est du reste une étrange chose, ajouta monsieur de Charles, de la petite voix pointue, qu'il prenait par moments. La vérité, c'est que les gens voient tout par leur journal, et comment pourraient-ils faire autrement, puisqu'ils ne connaissaient pas personnellement les gens ni les événements dont il s'agit. Enfin, mon pauvre ami, tout cela est épouvantable, et nous avons
plus que d'ennuyeux articles à déplorer. La plus haute affirmation de la foi et de l'énergie a disparu de ce monde. La soif du sang noble affole une certaine populace, qui en cela se montre plus raffinée que les lions. Sa frivolité était systématique que la naissance unie à la beauté et à d'autres prestiges était la chose durable. La plus grande impression de beauté que nous faisaient éprouver ces étoiles humaines et filantes était peut-être surtout de faire regarder le ciel vers lequel on lève peu les yeux d'habitude. Mon cher ami, les voies de la Providence sont inconnues. Alors, je compris la peur de Morel. Certes, il y avait dans cette lettre bien de l'orgueil et de la littérature, mais l'aveu était vrai. Voyez-vous, me dit-il, le superbe gaillard qu'est le soldat Boche est un être fort sain ne pensant qu'à la grandeur de son pays. Les journaux ont même fait allusion sur ce qu'ils avaient été tous descendus. Précisément en ce moment, on entendit la porte s'ouvrir et tout le monde se tut, croyant que c'était le patron. Avec cette légère différenciation due à la similitude du sexe, rentre dans les lois générales de l'amour. Il avait beau appartenir à une famille plus ancienne que les instants, les rues devinrent entièrement noires. Plus ancienne que les Capétiens, être riche, être vainement recherché par une société élégante. Les aberrations sont comme des amours, où la tare maladive a tout recouvert, tout gagné. Même la plus folle frappée, trahissait. Dans sa laideur, un rêve aussi poétique que chez d'autres, le désir d'aller à Venise ou d'entretenir des danseuses. Je la vis peu, du reste, pendant ces quelques jours, car elle allait beaucoup chez ses cousins, dont maman m'avait dit un jour « Mais tu sais qu'ils sont plus riches que toi ». Mon départ de Paris se trouva retardé par une nouvelle qui, par le chagrin qu'elle me causa, me rendit pour quelque temps incapable de me mettre en route. Quant à Françoise, sa haine pour les Allemands était extrême. Elle n'était tempérée que par celle que lui inspiraient nos ministres. Et je ne sais pas si elle souhaitait plus ardemment la mort d'Hindenburg ou de Clémenceau. Elle et lui me disaient souvent, en prenant soin de moi, « Vous qui êtes malade ». Robert m'avait souvent dit avec tristesse, bien avant la guerre, « Oh ma vie, n'en parlons pas, je suis un homme condamné d'avance. » Faisait-il allusion au vice qu'il avait réussi jusqu'alors à cacher à tout le monde? D'ailleurs, un peu plus tard, dans une circonstance plus importante historiquement, si elle touchait moins son cœur. La nouvelle maison de santé dans laquelle je me retirai ne me guérit pas plus que la première, et beaucoup d'années passèrent avant que je la quittasse. On m'a raconté qu'à cette époque-là, il était en proie presque chaque jour à des crises de dépression mentale, caractérisées non pas positivement par la divagation, mais par la confession à haute voix devant les tiers dont il oubliait la présence. Mais pourquoi les images de Combray et de Venise m'avaient-elles à l'un et l'autre moment donné une joie pareille à une certitude, et suffisante, sans autre preuve à me rendre la mort indifférente? Sur l'extrême différence qu'il y a entre l'impression vraie que nous avons eue d'une chose et l'impression factice que nous en donnons quand volontairement nous essayons de nous la représenter, je ne m'arrêtais pas. Le goût de la Madeleine avait réveillé en moi, n'avait aucun rapport avec ce que je cherchais. Première évocation de la Madeleine. Page précédente, Proust évoque un choix de petits fours servis par le maître d'hôtel pour lui éviter d'aller au buffet. Si le souvenir grâce à l'oubli, jouir de l'essence des choses, c'est-à-dire en dehors du temps. À la fois, mais qu'un bruit d'une odeur et qu'une odeur déjà entendue ont respiré jadis, le soi devenu à la fois dans le présent et dans le passé réel, sans être actuel, idéaux sans être abstraits, aussitôt l'essence permanente et habituellement cachée des choses se trouve libérée. Et notre vrai moi apparaît. On comprend qu'il soit confiant dans sa joie, même si le simple goût d'une madeleine ne semble pas contenir logiquement les raisons de cette joie.
de même que le jour où j'avais trempé la madeleine dans l'infusion chaude, dans ma chambre à Paris, il n'est de souvenirs douloureux que des morts. L'artiste qui renonce à 1 heure de travail pour 1 heure de causerie avec un ami sait qu'il sacrifie une réalité pour quelque chose qui n'existe pas. Tristesse qui suit la satisfaction, cette contemplation de l'essence des choses, car les vérités que l'intelligence saisit ont quelque chose de moins profond. L'instinct dicte le devoir et l'intelligence fournit les prétextes pour l'éluder. Les idées formées par l'intelligence pure n'ont qu'une vérité logique. Même dans les joies artistiques qu'on recherche pourtant en vue de l'impression qu'elles donnent. Dans cette fuite, loin de notre propre vie, que nous n'avons pas le courage de regarder et qui s'appelle l'érudition. Et quant à la jouissance que donne à un esprit parfaitement juste, à un cœur vraiment vivant, la belle pensée d'un maître. La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c'est la littérature. Cette vie qui, en un sens, habite à chaque instant chez tous les hommes, aussi bien que chez l'artiste. Ce travail de l'artiste de chercher à apercevoir sous de la matière, sous de l'expérience, sous des mots quelque chose de différent. En somme, cet art si compliqué est justement le seul art vivant. Souvent, des écrivains n'écrivent plus à partir d'un certain âge qu'avec leur intelligence. Le littérateur envie le peintre. Il aimerait prendre des croquis, des notes. Il est perdu s'il le fait. Elle avait cessé depuis longtemps d'avoir conscience de mon inaction, de ma vie manquée qui avait été une telle souffrance pour elle. Car le bonheur seul est salutaire pour le corps. Mais c'est le chagrin qui développe les forces de l'esprit. Je m'étais rendu compte que seule la perception grossière et erronée place tout dans l'objet, quand tout est dans l'esprit. La jalousie est un bon recruteur, qui, quand il y a un creux dans notre tableau, va nous chercher dans la rue la belle fille qu'il fallait. N'est-ce pas une sensation du genre de celle de la Madeleine, qui est suspendue la plus belle partie des mémoires d'outre-tombe? Une odeur fine et suave d'héliotrope s'exhalait d'un petit carré de fèves en fleurs. Un des chefs-d'œuvre de la littérature française, Sylvie de Gérard de Nerval, une sensation du même genre que le goût de la Madeleine. Chez Baudelaire, recherche volontairement dans l'odeur d'une femme. Une jeune femme que j'avais connue autrefois, maintenant blanche et tassée en petite vieille maléfique. Travestie à ne pas les reconnaître. Les traits où s'était gravée sinon la jeunesse, du moins la beauté. Certains hommes, certaines femmes ne semblaient pas avoir vieilli. Lente tournure, étaient aussi sveltes leur visage et aussi jeunes. Chez les hommes qui n'avaient subi qu'un léger changement, la moustache était devenue blanche. Mais il y avait aussi des personnes que je ne pouvais pas reconnaître pour la raison que je ne les avais pas connues. Certains, quand j'avais débuté dans le monde, donnaient de grands dîners. L'intérêt de ne pas s'être trompé quand on a émis un pronostic faux abrège la durée du souvenir de ce pronostic et permet d'affirmer très vite qu'on ne l'a jamais émis. J'attachai mes regards sur les traits de la grosse dame. Ils me semblèrent être ceux de Madame Swann. Aussi mon sourire se nuançait-il de respect pendant que mon indécision commençait à cesser. Or, pendant ce temps, avait lieu à l'autre bout de Paris un spectacle bien différent. La Berma, comme je l'ai dit, avait convié quelques personnes à venir prendre le thé pour fêter son fils et sa belle-fille. Mais les invités ne se pressaient pas d'arriver. L'annonce de poésie que presque tout le monde connaissait avait fait plaisir. Tout le monde se regardait, ne sachant trop quelle tête faire. Quelques jeunesses mal élevées étouffèrent un fou rire. Ça me faisait toujours penser au vers de Victor Hugo « Emporte le bonheur et laisse-moi l'ennui ». Les femmes appellent gentillesse ce souvenir de leur beauté, comme les artistes admiraient leurs œuvres. À ce moment se produisit un incident inattendu.
Nous eûmes 2 années d'un amour fou. Au fond, dit-elle d'un air mélancolique, j'ai pensé ma vie cloîtrée parce que je n'ai eu de grands amours que pour les hommes qui étaient terriblement jaloux de moi. Monsieur Swann était aussi jaloux que l'est ce pauvre duc. Il y avait eu un temps où Swann lui avait plu, justement celui où elle n'était pas son genre. À vrai dire, son genre, même plus tard, elle ne l'avait jamais été. J'eus la lâcheté de dire que c'était gentil et noble de sa part, mais je savais combien c'était faux et que sa franchise se mêlait de mensonges. L'idée qu'elle avait été toujours irréprochable gouvernait les esprits. L'étonnement de ses paroles et le plaisir qu'elles me firent furent bien vite remplacés. La maladie, qui en me faisant comme un rude directeur de conscience nourrir au monde, m'avait rendu service. La maladie qui, après la paresse, m'avait protégé contre la facilité. J'aurais encore la force de maintenir longtemps attaché à moi ce passé qui descendait déjà si loin. Du moins, si elle m'était laissée assez longtemps pour accomplir mon œuvre. Phrase biffée par Proust, vous êtes si rose et si gentille dans tout ce blanc de dentelle. La souffrance que j'avais éprouvée au moment de mon départ avait été réveillée en moi quand le coiffeur qui venait me couper les cheveux avait passé un peignoir sur mes épaules. Texte de La Fugitive, publié sur le titre Albertine disparue, note et variante. Donner à mon œuvre la forme du temps, à l'homme la dimension de ses années. Aiguillon de l'idée du temps, l'idée de la mort s'installe en moi comme fait un amour. La sonnette accompagnant le départ de Swann teinte encore en moi. Marcel Proust, à la recherche du temps perdu, le temps retrouvé. Merci.